C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Comme chaque fois que je vous retrouve, je me regardais tout à l'heure et je trouvais que j'avais un air félin. Je me sentais un chat. Alors, si parfois vous trouvez que j'ai un air étrange, c'est simplement parce que je suis en train de devenir un métamorphe. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler de mon système de pensée que j'élabore depuis plus de 60 ans. Alors, déjà à l'époque, j'annonçais dans mes conférences qu'un jour j'allais publier un traité sur l'être, un traité sur l'absolu, etc. Et j'ai publié tous les livres que j'ai annoncés. Certains, ça a pris beaucoup de temps. 60 ans de travail intellectuel, c'est quand même très... il y a des variables, hein, forcément. Et malgré toutes ces variables, je suis resté bien orienté et je continue d'affirmer ce que j'avais annoncé. Et les publications se poursuivent. J'ai atteint la page 540 de mon traité de la raison, qui sera mon 84e livre publié d'ici la fin de l'année. Ensuite, je crois que je vais faire une réédition de mon traité sur l'absolu, la doctrine de l'absolu relatif. Car, voyez-vous, chers amis, il n'y a que l'absolu qui puisse me satisfaire. Beaucoup de gens se sont consacrés à Dieu, d'autres à l'humanité. Hein, je pense au Padre Pio qui s'est consacré à Dieu, à Albert Schweitzer qui s'est consacré à l'humanité. Eh bien, moi, je me consacre à l'absolu, qui est un aspect de moi-même. Hein. L'absolu, c'est notre être profond, pour peu que nous lui laissions prendre son essence. Et le relatif, c'est notre personne, dans son mouvement de conversion en ce qu'elle a à être, qui chez la très grande partie de l'humanité avorte, mais qui, lorsque ce mouvement parvient à sa maturité, il donne des fruits étonnants et merveilleux. Ma vie a été une improvisation dans une sorte de jardin des merveilles, un pays des merveilles. Les femmes ont joué un très grand rôle dans cette magie dont je m'entoure et je n'ai toléré rien qui puisse me distraire de mon projet transcendantal initial. Je n'ai rien toléré. C'est-à-dire que cela s'est traduit très simplement dans ma vie concrète et pratique. Je ne fais que ce que j'aime et je bannis tout ce que je n'aime pas. C'est très simple, mais c'est tout un programme, croyez-moi. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la façon dont je me suis compromis dès mes premières années pour pouvoir m'éveiller. Et si vous ne savez pas vous mettre en danger, si vous avez vos petites sécurités qui vous plongent dans une sorte de quiétude, il va être très... Si vous êtes quelqu'un de raisonnable, si vous mettez de l'argent de côté pour vos vieux jours, etc., il est évident que vous ne connaissez pas le sens du danger. Et ça, ce danger, vous ne pouvez pas vous éveiller.
comment me suis-je compromis? D'abord, premièrement, je l'ai fait avec prudence, en attendant de pouvoir avoir les coudées franches qui allaient me permettre de réaliser mes vœux les plus profonds, qui étaient de rédiger un système. Comme Auguste Comte, je suis entré dans l'état systématique, comme d'autres entrent en religion. C'est Henri Gouillet qui a dit cela d'Auguste Comte. Comte n'est pas une référence spéculative et métaphysique. Pour moi, c'est un positiviste. Mais l'homme en question était un homme admirable. Et beaucoup de gens, sachant qu'il était décédé, il y a peut-être de cela 125 ans, beaucoup de gens l'ont admiré d'être décédé dans le refus total de Dieu et de tout ce qui peut être considéré comme un objet de croyance. Je ne suis pas un positiviste, dans le sens où la philosophie des sciences le pense. Je suis plutôt un idéaliste. Et un idéaliste qui ne tolère rien qui puisse le détourner de son idéal. C'est très important, ça. Ne jamais fléchir. Être toujours sûr de ce que l'on invente. Parce que moi, je suis le produit de mon invention. Je ne me dis pas né de mes parents. Je suis né à mes parents. Je ne me dis pas un mammifère évolué. Je n'ai rien de mammifère. La personne, c'est personne. Donc, ça n'a pas plus d'importance qu'une carte à jouer dans le grand jeu cosmique où il y a très peu de joueurs et beaucoup de jouets. J'ai décidé d'être le joueur dans ma vie. Et cela m'a amené à me définir comme je l'entendais. Vous vous rendez compte, chaque matin, vous levez avec un projet de vous-même, une définition de vous-même, une réalisation du désir essentiel de vous-même tel que vous allez la vivre, le vivre ce jour-là. Donc, c'est un mépris total du réel. Je vous invite à mépriser le réel comme je l'ai fait. Et si le réel ne résiste pas, rappelez-vous que vous possédez la capacité de le remplacer par un réel de votre choix plus convenable à vos idées. C'est vos idées qui dominent tout, pas l'histoire du monde, pas les grands hommes, pas les croyances, les habitudes, les traditions. C'est ce que vous pensez aujourd'hui de vous-même, profondément. Si, par exemple, comme moi, vous avez eu cette intuition subtile, profonde, depuis votre enfance, que vous êtes Dieu, alors définissez votre identité divine. Ne décrochez pas de cette idée-là. Attention, parce que si vous ne l'êtes pas, la loi générale va vous mettre à l'épreuve. Et ça va brasser très fort. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ce que je fais, pour parler comme les Américains, c'est du wishful thinking. C'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. J'ai décidé d'être ce que je voulais être. Et ce que je voulais être, je ne sais pas comment le définir sur le plan concret et pratique, là.
je dirais que c'est une sorte de personnalité d'essence énergétique. J'ai jamais voulu être humain. Je n'ai jamais été fier d'être humain. Et aussi loin que je puisse me souvenir, je n'ai jamais pratiqué un humanisme. Je ne suis pas pour l'humain, je suis pour le divin. Mais ce que j'entends par le divin, c'est une conception qui m'est propre. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ ou Bouddha, ça n'a rien à voir avec les croyances entretenues dans une secte comme l'ordre du Temple solaire, où une de mes compagnes à l'époque a failli y laisser la vie. Elle était dans l'ordre du Temple solaire avec Luc Jouret et son copain Di Mambro, et je ne le savais même pas. Alors, à un moment donné, j'ai compris qu'elle s'était mise en danger de mort, mais pas dans le sens où je parle du danger ce soir. Quand je vous parle de vous mettre en danger, c'est que je veux vous donner l'argument ultime pour vous permettre d'être entièrement vous-même, comme ça vous le dit, comme ça vous plaît, et aussi longtemps que ça vous plaira. Je suis contre l'idée d'une conception d'un homme qui est fait selon un pattern, un plan. Je ne suis pas un homme qui a été fabriqué, moi. Je ne me sens pas humain. Je pourrais venir de Neptune ou d'Alpha du Centaure. Hein? Je pourrais être quelqu'un qui a traversé la fine membrane qui nous sépare des univers parallèles, qui, soit dit en passant, hein, n'ont strictement rien de parallèle. Je pourrais être... je ne sais pas comment je pourrais me définir, mais une chose est certaine. Si vous ne vous compromettez pas, vous ne parviendrez pas à installer en vous le royaume de l'être. Alors, si vous ne faites aucun compromis, il va falloir être prudent parce que, vous le savez, la majorité des gens se servent de la vérité comme d'un assommoir. Vous n'avez pas besoin d'assassiner tout le monde autour de vous pour assumer votre vérité. Vous n'êtes pas obligé d'insulter les gens et de les retourner pour leur mettre votre pied au derrière parce que vous sentez Dieu. Non, vous n'êtes pas nécessairement obligé de ça. Il y a les immolats. Ne dites pas ça à n'importe qui. Vous allez dire ça à la télévision. À l'époque, à l'émission de Réal Giguère, il y avait 2 200 000 téléspectateurs qui regardaient le programme en question. Et moi, vous savez, je l'ai su plus tard de la part de gens qui se sont confessés quasiment à moi, quand il y a des gens peut-être beaucoup plus jeunes à l'époque, parce qu'il y avait des garçons et des filles de 14 ans qui m'appelaient en me disant « J'ai lu 100 millions de Christ, qu'est-ce que je pourrais lire d'autre que vous avez écrit? » Ben là, je leur disais « Vous pouvez lire Pour le meilleur et sans le pire, hein? Ou vous pouvez lire L'aventure intégrale. » Il y avait beaucoup de jeunes, puis les jeunes étaient fous, hein? Quand j'arrivais en onde, parce que ce n'était jamais prévu, hein? On ne m'annonçait pas. C'était en direct. Et il courait à travers la maison en disant « Papa, maman, viens voir le fou de la télé! » J'étais excité, comme on était excité à l'époque, il y a peut-être 70 ans, de regarder la lutte au forum. Ah, c'est plus que ça, oui. Ça fait une mèche. Mais alors, moi, je veux vous dire ceci. Moi, j'arrivais en onde sans savoir ce que j'allais dire. Et là, j'ouvrais les écluses. Et j'osais être, mais avec le public en studio, un orchestre qui faisait rouler les tambours pour annoncer le pic
de ma démonstration parce que je faisais des démonstrations comme dans l'éthique de Spinoza pour parvenir à un climax. Et c'était théâtral. J'aime le théâtre de ma vie. J'incarne une pièce que j'ai créée et j'en suis le principal personnage. Il faut qu'il en soit ainsi. Il m'est arrivé des fois de me dire, là, il faudrait que je fasse un changement. Ah ben c'est très simple, je vais changer la pièce dans laquelle je joue. Je vais me sentir comme un comédien qui tourne. Je pense encore à un homme que j'aimais beaucoup, un comédien américain, Montgomery Clift. Je l'avais vu jouer dans Suddenly Last Summer, soudain l'été dernier, une pièce de Tennessee Williams portée au cinéma et où il incarnait un psychiatre. Et sa cliente était elle-même incarnée par Elizabeth Taylor, mais à l'époque où elle avait 19-20 ans. On parle d'un film de la fin des années 50. Et Montgomery Clift là, était un homme tout simple. Et un photographe l'avait pris quand il se reposait entre quelques scènes. Et Elizabeth Taylor était assise sur ses genoux. Et elle lui allumait une cigarette qu'elle lui passait et il bavardait comme ça. Hein? Ça me faisait penser par la suite à une chose que j'ai réalisée. Il y avait une Suédoise qui était en ville et qui avait fait la page centrale de la revue Playboy. Mademoiselle, pas Nguyen, Mia Nygren. Alors, c'était en février, il faisait un froid de loup, et elle n'avait pour tout vêtement qu'une petite robe en soie, très décolletée, très courte. Puis il y a le gars de la tête dans les coulisses, parce que les coulisses de Télémétropole, je ne sais pas si on a un problème de chauffage, mais à cette époque-là, c'était pas très chaud en hiver. Puis il y avait beaucoup de gens autour de moi qui avaient des hommes qui avaient des yeux sortis de la tête et qui regardaient Mia Nygren. Non, je disais, mais c'est incroyable, elle est à moitié nue. Mais moi, je suis un homme simple, vous savez. Et puis, j'ai l'habitude des femmes nues, donc ça ne m'impressionne pas plus qu'il ne faut. Alors, je lui dis, Mia, tu as l'air d'avoir froid. Viens t'asseoir sur mes genoux, je vais te passer mon veston. Les gens m'ont regardé en se disant, ils n'ont pas osé faire ça. Mais oui, mais c'est ce que tout le monde avait le goût de faire, mais personne n'osait. On est venu tous simplement se blottir contre moi. J'ai mis mon veston autour de ses épaules, je la sentais grelotter. Mais c'était une des plus belles femmes d'Hollywood. C'est elle qui a remplacé Emmanuel dans le film du même nom. Alors, voyez-vous, ça, là, ça me rappelait la scène où Elizabeth Taylor était allée s'asseoir sur les genoux de Montgomery Clift dans les coulisses en attendant qu'on prépare le studio pour la scène suivante. Et je me disais, ma vie, c'est du cinéma. C'était du bon cinéma. C'était du beau cinéma. Et c'était un cinéma qui était entièrement constitué pour satisfaire mes pulsions. Parce que les gens ne satisfont pas leurs pulsions. Ils se demandent toujours qu'est-ce que les autres vont penser. Vous savez, j'avais 60 ans quand j'allais à la chute du Saut à la Puce, près de Québec, et où on pratiquait du naturisme et où on faisait l'amour en public. À 60 ans, il ne faut pas être gêné. Hein? À 60 ans, tu n'es pas un beau jeune homme. J'avais avec moi une femme qui était dans la cinquantaine et qui avait l'air d'être toujours d'accord pour mes excès. Mais l'excès, là, ça vous sauve de la platitude quotidienne.
il faut que vous retrouviez sur le net mon livre pour une éthique de l'excès. Il est plus disponible en édition papier, mais vous pouvez le commander. Vous savez, je ne sais pas comment vous faites ça. Là. Moi, je ne connais rien à l'informatique ni aux ordinateurs, mais vous pouvez commander le livre et vous en faire une édition sur papier. Oui, vous allez le recevoir chez vous, vous allez lire pour une éthique de l'excès, et ça va vous donner le goût de lâcher la morale, qui est caractérisée par ce que je pourrais appeler l'hétéronomie, hein, la loi des autres, et pour adopter une forte éthique, c'est-à-dire la loi qui vous est propre, qui est gardienne de votre autonomie. Hein, auto, c'est pour soi, et nomos, c'est la loi, autonomie. Puis hétéros, c'est l'autre, l'hétéronomie. C'est ça la différence entre la morale et l'éthique. Et là, ce qu'il vous faut, là, c'est de vous compromettre à l'os pour vous éveiller, pour échapper au schématisme de la loi générale qui constitue la machine à programme qui incruste des programmes en vous depuis toujours, puisque le programme est dans votre ADN. Ah, il faut briser ce sceau de la loi générale et il n'y a rien de mieux que d'avoir l'air ridicule. Beaucoup de gens ont peur de faire rire d'eux. Cherchez à faire rire de vous. C'est urgent. Beaucoup de gens ont peur d'avoir l'air ridicule. On ne tolérerait pas ça quand on était à l'école primaire. Monsieur, il a ri de moi. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai passé mon enfance à me faire insulter parce que je n'étais pas comme les autres. Et c'est parce que ma mère était toujours armée d'un parapluie quand je sortais et qu'elle m'accompagnait, même quand il ne pleuvait pas, et que mon père était un Hercule qui aurait pu soulever, ben, il a soulevé 2 hommes qui faisaient pipi en bas de notre galerie parce qu'il trouvait que c'était un mauvais exemple. Il y en avait un à chaque bras dans les airs, puis il les a jetés dans la rue. Alors, les gars étaient un peu chautaches, là, comme on dit, un peu sous. Et puis on dit, on va se revoir. Mon père leur avait dit, c'est tout vu. C'était incroyable. Moi, je me disais, je comprends que les voyous du quartier, ils se morfondent à l'idée de m'attaquer, mais ils n'osent pas. Parce que si mon père était tombé sur eux, ils auraient broyé par le menu. Un jour, il y en avait 2 qui essayaient de mettre le feu à la maison. Puis quand mon père est arrivé de son pas tranquille, les 2 avaient eu une si grande peur qu'ils se sont jetés en bas du balcon, c'est-à-dire peut-être 3 ou 4 mètres plus bas. Et chacun s'est cassé le poignet en atterrissant sur le sol. Ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que vous ne devriez jamais vous demander ce que les autres vont penser. Ordonnez-leur ce qu'ils doivent penser. Montrez-vous tel que vous êtes sans vous demander, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser ce que vous voudrez. Décidez, osez, imposez-vous. Vous n'avez absolument rien à craindre. Et si, par exemple, quelqu'un vous voit nu, je me rappelle qu'à l'époque où il y a la migration des grandes oies blanches, j'étais à Saint-Vallier et j'étais arrivé de façon impromptue dans le petit bureau d'accueil du motel où j'allais passer la nuit, lorsque j'ai vu passer la gérante qui sortait de la douche et qui était nue. Elle, là, elle était terriblement mortifiée. Quand je suis revenu à Montréal par la suite, j'ai reçu une lettre de sa part où elle me disait d'une écriture très gauche, très enfantine, « Excusez-moi pour m'avoir vu nu. »
Moi, je me dis, elle s'excuse de s'être montrée nue à moi. Elle ne doit pas avoir une très bonne opinion de son corps. Mais une femme nue, ça a du charme. Eh bien, elle s'en excusait. Là, je me suis dit, mais c'est peut-être ça le Québec. On s'excuse d'être intelligent. Moi, j'ai été hué lorsque je parlais de l'intelligence. Je me rappelle, je venais de publier mon livre « Le génie est une fête ». Vous pouvez obtenir ça aussi à la télévision. J'en ai encore quelques exemplaires sur papier ici. Si vous êtes près de chez moi, vous n'avez qu'à courir jusqu'à ma porte et je vais vous le vendre, il n'y a aucun problème. J'ai gardé pas mal de livres de tout ce que j'ai publié. Mais dans le génie, c'est une fête, là. Hein? J'essaie de montrer que l'intelligence, c'est bon. Il faut savourer son intelligence, il faut la bénir, il faut montrer qu'on est intelligent sans avoir peur que les autres rient de nous. Mais moi, je suis probablement le seul invité de la télévision qui, par ses propos, a fait huer l'intelligence. Les gens se sont dit, il y avait toujours du public en studio. Les gens se sont dit, oh non, 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 non. Oh non, quel vantard! Comme c'est laid! Il pense qu'il est intelligent. Le génie est une fête. Il se prend avoir un génie. Alors là, les gens ils ont été furieux. Et je me suis dit, je suis content de ce qui arrive. Parce que le public me montre son vrai visage. L'intelligence, ça les écoeure. Et maintenant, tout le monde le sait. Ah, c'était incroyable. Hein? Vous savez, il m'arrive de terminer mes allocutions sur Zoom en disant « m'a-t-on compris? » J'avais fait une réclame à la télévision pour annoncer le salon de l'érotisme parce qu'on avait trouvé que j'étais certainement l'homme de la situation et j'avais dit comme ça, m'a-t-on compris? Mais pouvez-vous croire, mes amis, qu'il y a des gens qui couraient sur la rue après moi après avoir vu l'annonce en me disant, ils se mettaient devant moi, dit, m'a-t-on compris? Alors, n'ayez pas peur de faire rire de vous. Vous valez bien le ridicule dont on vous accablera si l'on vous dit que vous êtes un clone, une pâle copie d'André Moreau. Applaudissez. Ne vous gênez pas. Je me rappelle qu'il y avait une enquiquineuse qui venait à la maison, qui s'appelait Floréal. Et puis, elle arrivait toujours en temps. Puis elle, là, pendant que je donnais mes salons philosophiques, elle tapait à la porte, elle tapait, puis elle criait dans le corridor. Je ne sais pas. À un moment donné, je me dis, je vais mettre un terme définitif à tout cela. Je m'en vais dans la toilette. Je ressors, c'était pendant ma conférence. Je monte aux 40 personnes qui étaient massées ici dans mon salon. Là. Et le salon était plein, croyez-moi. Je dis, ceci est un seau. Et là, je vais le remplir plein d'eau. Je dis, ceci est un seau d'eau. Et j'ai ouvert la porte. J'ai là, j'ai arrosé l'importune. Et j'ai dit, ceci est une femme mouillée. Alors là, on a eu droit à un chaud, là, écœurant. Elle était toute trempe. C'était l'hiver. Mais elle avait seulement sa robe. Elle avait enlevé son manteau. Et c'est le concierge qui ne savait pas ce qui se passait. Lui sortait son Colt 45 et il arrivait sur l'étage pour remettre les choses en ordre. Mais quand il a vu que c'était cette femme-là, toute trempe, qui hurlait sa déconvenue, il va parler avec douceur, puis il l'a amenée chez elle. Je ne sais pas ce qu'il voulait lui faire, ni ce qu'il lui a fait, mais une chose est certaine, ça a terminé cette scène. Mais on va dire, mais ça n'a pas de sens, jeter un seau d'eau au visage d'une femme. T'es un sexiste, t'es un raciste, t'aimes pas les femmes. Je m'en fous. Et comprenez-vous, quand vous êtes dans l'absolu, vous n'avez pas le temps, là. L'absolu ne vous laisse aucun répit. Vous n'avez pas le temps de vous dire, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?
Vous agissez, vous êtes sous l'impulsion, sous l'inspiration du moment présent. Mais imaginez que vous êtes toujours dans cet état, toujours dans l'état du moment présent, qui est le moment de la présence, le présent de la présence, et que cette présence est celle de votre être. Mais là, il peut arriver n'importe quoi, qu'il arrive n'importe quoi. Votre être est l'intelligence pure. J'aurais pu me faire arrêter par la police. J'aurais pu me faire arrêter pour outrage, pour avoir posé des gestes sexuels inappropriés. C'était une autre époque, sûrement. Mais, voyez-vous, les gens qui osaient s'approcher de moi, c'était des casse-coups. Et c'était des gens qui osaient dire « Moi, j'aime André Moreau », puis je les insultais. J'ai souvent été le faire-valoir de ceux qui ne savaient pas comment se mettre en danger. Ce n'est pas compliqué. Vous leur dites que vous venez faire assister à mes conférences chez moi. Vous le savez sûrement. Il est très, très, très difficile d'abonner quelqu'un à ma pensée en l'invitant à venir m'entendre sur Zoom. Hein? Il y a parmi vous des gens qui ont essayé, c'est pas possible. Chaque fois qu'ils invitaient quelqu'un à venir m'entendre, ne le voyaient plus. Les gens ont perdu des amis, ont perdu des membres de leur famille. Des gens disent, on ne veut pas voir ça, c'est épouvantable. Mais comprenait-il? C'est ça la grande affaire. Comprenait-il? Alors, le travail que j'ai fait, mes amis, a consisté d'abord à oser être fier de moi. Ouais, j'ai un gars de la rue Saint-André qui vivait dans un taudis avec des rats. Fier de moi. Ils ont fait venir la police pour m'interdire de faire une conférence sur le Marquis de Sade. Hier soir, j'ai découvert quelque chose d'inouï qui m'a beaucoup réjoui. J'ai découvert que au moment où je faisais ma conférence sur le Marquis de Sade, en 1968, et que la police cernait l'édifice et qu'il y avait une émeute dehors, en ce moment précis, un des hommes que j'aime le plus au monde, Padre Pio, qui avait des stigmates, mourait. Quoi? Oui! Et là, je me disais, Padre Pio, ils ont beaucoup souffert. Il s'est identifié au Christ crucifié. Et le Marquis de Sade, il a beaucoup fait souffrir les gens qui soumettaient à des tortures érotiques. Mais comme si ce n'était pas assez, il a souffert lui-même puisqu'il a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Et là, je me suis dit, Padre Pio et le Marquis de Sade, c'est les deux visages d'une même réalité. La réalité de la souffrance. Vous allez me dire, il y en a un qui est saint, puis l'autre, c'est un pervers. Ça n'a aucune espèce d'importance dans l'absolu. Aucune importance, mes amis. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment le monde s'ajuste à vous. Comment il se montre tel que vous désirez le voir, et pas autrement. Quand je devais aller chercher de la nourriture dans les banques alimentaires pour les pauvres, je me rappelle que j'avais un ami qui avait hérité 2 millions de son père. Il arrive chez moi. Il me dit, André, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, j'aimerais que tu viennes avec moi m'acheter 5 livres de viande hachée. Parce que je n'avais pas d'argent pour aller m'acheter de la viande hachée. Si tu peux permettre de faire à peu près n'importe quelle sorte de repas, de la viande hachée. C'est comme un aliment de base
Puis il ne m'a plus jamais adressé la parole. Hein? Je me rappelle qu'à cette époque-là, je répondais au téléphone. Quelqu'un dit, comment vas-tu, André? J'ai faim. Je dis, t'as eu faim au point de dire ça? Oui, oui, oui. Et je veux remercier en particulier un journaliste qui a été animateur de radio à Québec pendant des années et qui m'a aidé. Il s'appelait Dan Aubu. Dan est gay. En plus, il est cancéreux. Puis en plus, il est alcoolique. Puis il m'a acheté des commandes de nourriture, là, des dizaines de sacs. C'est mon pote. C'est mon ami. Il ne me parle plus, lui non plus, parce que mes excès l'ont probablement terrassé. Quand je le rencontrais, je lui demandais comment va ton cancer. Mais c'était épouvantable. Mais moi, c'était un signe d'amitié. Ce que je viens de dire de lui, là, c'est par admiration. Un gars qui il m'avait emmené faire la tournée des bars gays dans le village. Et c'est pas nécessaire. C'est une petite horloge ici. Regardez, une petite horloge en plastique verte. C'est vivante, hein? Elle bouge. Elle a coûté 2 $, je pense. Alors, on est allé faire la tournée des bars gays. C'était incroyable, mes amis, ça n'a aucun sens. Alors, il m'a dit un nom, c'est plein d'hommes nus. Donc, moi, je rien contre les hommes nus, mais je préfère les femmes nues. Et il dit, je dois aller aux toilettes. Il y a un homme nu qui vient s'asseoir après avoir dansé, il vient s'asseoir près de moi. Là, je me dis, je suis à l'aise, moi, avec lui, d'autant plus qu'à ce moment-là, moi, j'ai déjà 60 ans. Puis, je n'ai pas le goût de m'envoyer en l'air dans les décors avec un garçon. Alors, bon, alors je lui dis, écoute, tu ne devrais pas rester près de moi parce que j'ai un ami qui est aux toilettes. Il est extrêmement violent. Ah! Alors, il est parti. Il est allé dire à tout le monde. Le soir, quand ça a été terminé, j'étais avec Dan. On est passé devant le garçon qui était à l'accueil, à la porte, le doorman. Et le doorman lui dit, les gens violents ici, on n'en veut pas. Alors, Dan me regarde avec un regard terrible. Mais qu'est-ce que tu es allé dire? Et je dis, je ne savais pas comment me débarrasser du bonhomme qui était nu. Alors, je lui ai dit que tu étais extrêmement violent. J'étais donc pris dans des intrigues en plein village, chez Mado. Et voulez-vous que je vous dise, je trouvais ça formidable parce que je me disais, c'est des situations que je n'ai jamais vécues. Il y avait un bar à un moment donné où tout le monde te regardait comme un morceau de viande. C'était un bar en long qui ressemblait à un autobus, mais avec 2 allées. Tu allais jusqu'au bout, puis tu revenais. Tous ces gens-là mangeaient des cacahuètes. Et quand on marchait par terre, il y avait un crissement, là, tes pieds foulaient des écales de cacahuètes. Alors, évidemment, c'était invraisemblable. Ces gens-là me regardaient. Il y avait des gens qui avaient des chemises en soie, des vestes en cuir avec des gardes qui auraient pu nous crever un œil. Il y en avait d'autres qui étaient filiformes au point que je craignais pour leur sécurité si le gars qui avait des dards à sa chemise en cuir l'attrapait. C'était incroyable, mes chers amis. Mais ça, là, j'ai pas oublié ça. Voyez-vous, osez, allez voir partout. Quelqu'un m'a dit, je suis un extraterrestre et je vends des œuvres d'art. J'ai dit, je ne suis pas intéressé à vos œuvres d'art, mais je suis intéressé de savoir
si vous êtes dans un costume ou si vous avez l'air humain, même si vous venez de Pluton. Et oui, c'en était un. Il était bizarre. Puis moi, je le regardais, puis je lui disais, je suis plus bizarre que toi. Allez dire ça à quelqu'un qui se prend pour un extraterrestre, vous allez lui donner un complexe. Mais je me suis aperçu, mes amis, que dans la vie, vous regretterez toujours de ne pas être allé trop loin. Allez aussi loin que vous pouvez, et une fois rendu là, allez encore plus loin. Osez, amenez les gens avec vous. Ne vous laissez pas abattre par la raisonnabilité, les habitudes coutumières, rassurantes. Ne rassurez personne, inquiétez-les. Vous êtes, il y a en vous quelque chose qui, je ne sais pas quelle forme ça a pris jusqu'à date. Vous avez l'air normaux, mais je ne me fie pas nécessairement à l'air que vous me montrez. Mais il y a en vous quelque chose qui, si vous l'animez, vous n'aurez plus peur de la mort, vous n'aurez plus peur du ridicule, vous n'aurez plus peur de faire pleurer vos parents, vous n'aurez plus peur de vous faire traîner en cours parce que vous avez regardé dans la brassière d'un plurisexuel. Vous n'aurez plus peur de rien. Être, c'est vivre de l'essence de l'absolu. Cette définition-là est très importante, mes amis. Absolu vient de absolvere. Ab, c'est de. Et absolvere, c'est délier. C'est dénoué. Vous êtes délié, complètement délié. Vous êtes dénoué. Vous n'avez peur de rien. Vous êtes capable d'oser. Mais, voyez-vous, moi, là, quand j'ai terminé un exposé comme celui-ci, je ne continue pas de parler ou je m'arrête. Il y a des gens parfois qui me rencontrent et qui me disent, ils disent à mes compagnes, vous ne pouvez pas vous ennuyer avec lui, il parle tout le temps. Puis mes compagnes disaient, mais vous êtes malade, il parle très peu. Mais vous pensez parce que vous l'avez écouté à la radio ou à la télévision ou dans une conférence qu'il est toujours en train de parler. André, c'est un homme silencieux. Ben oui, j'ai besoin de me recueillir. J'ai besoin de jouir de ma divinité, de me consacrer au Dieu vivant que je suis, de christifier tout le monde en leur jetant par la tête des anathèmes grossières, morbides ou érotiques. Ce qui est important, mes chers amis, c'est que vous osiez être ce que vous voulez être, comme vous le voulez être, quand ça vous plaît. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, allez chercher un seau d'eau. Je me suis permis d'aller aussi loin que je le pouvais. Vous comprenez? Et d'une façon élégante, vous n'avez pas besoin d'avoir l'air d'un ruste, d'une brute. J'ai cherché à me compromettre. Mais même si la police est venue plusieurs fois, jamais je n'ai été mis en état d'arrestation. J'ai été en cours. Pouvez-vous croire que j'étais en cours pour donner mon appui moral à Pierre Vallière, l'auteur des Nègres blancs d'Amérique, à l'époque où il faisait sauter les ponts à Montréal, les boîtes aux lettres et même la place de la Bourse avec Geoffroy. Et ce bonhomme Pierre Vallière, là, je l'aimais bien parce que je suis allé parler pour lui parce que il était bafoué. On l'a retenu prisonnier pendant 3 ans sans jamais l'accuser. Puis il a été finalement libéré.
Ben, moi, je suis allé parler pour lui. Les gens m'ont dit, ils ont dit, André Moreau est un grand indépendantiste. André Moreau est un grand tout ce que vous voudrez, mais moi, je m'en fous. Je me fous de la politique, je me fous de la religion, je me fous du diable et du bon Dieu. Je me fous de ce qu'on va penser de moi. La liberté de penser de cet homme-là est menacée, je vais le défendre. J'ai été interrompu 11 fois par l'avocat de la couronne en cours. Puis c'était le lendemain de l'affaire du marquis de Sade où j'avais fait courir la police. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'avais une vie trépidante. Mais, mes amis, peut-être que c'est trop pour vous et que vous avez le goût de retrouver le calme de votre chaumière. Bien, je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Mais rassurez-vous d'une chose, si vous m'écoutez, c'est que je suis animé d'une rage joyeuse et que je ne me tairai pas. M'a-t-on compris?